Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivier. Donc déjà un grand merci à Olivier d'organiser le Philo Bistrot tous les mois, qui est vraiment devenu un événement incontournable à l'Alliance française. Et un immense merci à Nicolas Pagnol. Alors pour la petite histoire, moi je suis avignonnais, donc Ah, j'ai grandi, mais alors vraiment totalement avec les œuvres de votre grand-père, et donc je suis un fan inconditionnel. Ma première mission d'audit à Marseille, alors c'était il y a un très grand nombre d'années, était pour l'association méditerranéenne de films. Voilà, donc on est super heureux, mais vraiment très 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 content de vous recevoir. Et puis je vais vous laisser en excellente compagnie avec Olivier qui anime ça avec brio. Et juste un petit mot pour l'Assemblée, si vous pouvez ramener vos verres à la fin, c'est formidable. Ça évite qu'on les casse. Voilà. Donc merci beaucoup Nicolas, vous ne pouvez pas boire avec nous, mais le cœur y est. Et bon café, parce que je crois que vous vous êtes fait un petit café, là. oui, tout à fait. Et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis très heureux bien aujourd'hui de vous parler de Marcel et que ma voix traverse la planète pour aller jusqu'à Sydney, à la gloire de mon grand-père. Merci Nicolas. Vous êtes déjà venu à Sydney en Australie? Non, non, c'est un rêve, mais je ne l'ai pas encore réalisé. Je voyage beaucoup pour le travail, mais je n'ai pas encore, je me suis pas encore rendu en Australie, mais ça ne saurait tarder. Oui, tout à fait. C'est une première étape. Déjà, vous nous parlez ce soir, donc c'est déjà un premier pas. En tout cas, merci à toutes et à tous pour être ici, pour votre présence lors de ce 25e Philo Bistro depuis ses débuts en 2022. Donc ça commence à faire. Merci beaucoup à Philippe Ostermann et Louise Roudière de l'Alliance française pour leur indéfectible soutien. Et merci à l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, d'avoir beaucoup communiqué sur cette soirée. Donc, j'apprécie et je voulais le dire. Donc, il est, il est le petit-fils de Marcel Pagnol et de Jacqueline Bouvier, épouse et muse de l'écrivain, belle Manon des Sources, avant la délicieuse Emmanuelle Béard dans le film de Claude Berry. Depuis 2004, il gère l'œuvre de son grand-père, en assure la promotion pour les futures générations. Des bijoux d'invention, tout en restant fidèle à Pagnol. C'est la gageure qu'il s'est fixée et qu'il réussit magistralement. Donc une salve d'applaudissements pour Nicolas Pagnol à l'écran, s'il vous plaît. Merci. Donc vous nous appelez d'Aubagne, Nicolas, ou de Paris? Ah non. De Neuilly-sur-Seine, à côté de De Paris. Neuilly-sur-Seine. Ah, voilà. Eh ben, c'est pas mal aussi, Neuilly-sur-Seine. Et c'est là où vous Ouais, habitez une partie de l'année, donc. c'est ça, c'est là où j'habite la majeure partie de l'année, mais je me partage entre Marseille et Paris en fonction de l'actualité du moment et de mes projets. Parfait, parfait. En tout cas, c'est une joie et un grand bonheur que de vous avoir ce soir pour nous aider à célébrer la mémoire de ce monument de la culture française à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Et puis, bah, les mots importent, les mots sont importants, les disparitions, finalement, je me demande si c'est le bon mot. Je me demande si c'est le bon mot parce que bah, tout le monde parle encore de Marcel Pagnol aujourd'hui. Son œuvre perdure et continue de vivre. Et donc, disparition, je dirais plutôt, voilà, sa disparition physique, mais en tout cas, son héritage est toujours là, bien présent et grandissant à ce que je vois. Mais on pourra en discuter un peu plus. En tout cas, votre grand-père, Marcel Pagnol, né à Aubagne en 1895 et mort à Paris en 1974, a dit quelque chose, moi, qui m'a plu, énormément plu. Voilà. Un secret, ce n'est pas quelque chose qui ne se raconte pas, mais c'est une chose qu'on se raconte à voix basse et séparément. Alors ce soir, bah, je parle en notre nom à tous. Je crois qu'on aimerait tous que l'on parle un petit peu à voix basse, parce qu'on aimerait, c'est sûr, connaître les secrets de Marcel Pagnol, les anecdotes, les choses un peu inédites au sujet de ce géant de la littérature, du théâtre et du cinéma.
Mais la question est, par où commencer? Par quel bout le prendre, ce monument? Avec une telle œuvre, avec une telle personnalité, ça a été la plus grande difficulté que j'ai eue, moi, en préparant cette soirée. On en a discuté hier soir, Nicolas. Euh, alors, ce qu'on vous propose ce soir, ça va être de ratisser large et de couvrir beaucoup de choses en 90 minutes, plutôt que de s'atteler à couvrir un des aspects de Marcel Pagnol de façon très pointue, très académique, je dirais, comme on pourrait le faire dans une conférence thématique en université. Donc, on va ratisser large. Et le plan pour ce soir, il est le suivant. Donc, on va d'abord laisser Nicolas nous donner un exposé. Enfin, exposé, c'est un bien gros mot. Faire une petite biographie donc, de Marcel Pagnol, de présenter l'œuvre et l'homme. Suite à quoi, on aura une discussion entre nous deux, Nicolas. Et puis après, on ouvrira les questions au public. Et donc, vous aurez une opportunité de poser des questions en fin de soirée. Voilà. Sounds good? Go? Sounds good. Sur... Perfect. Sur ce, Nicolas, je vais arrêter de partager et je vais vous laisser partager votre écran. Alors, partager mon écran. Alors, je ne suis pas très familier. Alors voilà, partager l'écran. Hop, voilà, voilà. Donc là, il s'agit donc du site internet officiel Marcel Pagnol qui nous servira de support un petit peu pendant la conférence. Je commence, Olivier? Oui, oui, ça serait Oui. parfait. Très On bien. vous entend bien, on vous voit bien, tout est parfait. Parfait. Donc bonjour à tous. Effectivement, quand on parle de Marcel Pagnol, comme vous l'avez dit Olivier, on parle de ce qui me semble être un monument de la culture française, tant sa production a été riche, variée, protéiforme. Et pour beaucoup, Pagnol, c'est aussi l'enfance. Alors je vous propose de commencer par son enfance. Marcel est le fils d'un instituteur de la Troisième République et d'une jeune couturière, Joseph Pagnol et Augustine. Il est né à Aubagne en 1895. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il avait un frère, le petit Paul, une sœur, Germaine, et il eut aussi un deuxième frère qui s'appelait René, mais qui arrivera plus tard. Et il n'en parlera pas dans ses souvenirs d'enfance, car René, la naissance de René occasionnera plus tard la mort de sa mère. Son père est tout de même très sévère, alors ça transparaît pas du tout dans ses romans autobiographiques, La gloire de mon père ou Le château de ma mère, ni dans les films d'Yves Robert, mais il est quand même très sévère, Joseph. Il va vraiment surveiller, pousser son fils dans ses études, notamment pour ce qui est de l'étude du grec, du latin et de l'anglais et de la littérature classique forcément. Et Pagnol va tout de suite tomber amoureux de Virgile, d'Ovide et de tous ces grands auteurs classiques. Il va faire des études ni excellente, ni mauvaise. Disons qu'il était très bon dans les matières qui l'intéressaient et très moyen dans les matières pour lesquelles il n'avait pas de goût. Mais dès 14 ans, il va composer des poèmes, notamment suite au décès de sa mère, Augustine. Un petit cahier de poèmes qui s'appelle Le Livre de la Nature et que je vais publier au mois d'octobre de cette année avec des aquarelles, vous savez, le genre de livre pour enfants que nous aimons tous parce que nous pouvons lire à nos petites têtes blondes l'histoire du soir. Voilà, donc dès 14-15 ans, Marcel déjà écrit et publié dans des revues marseillaises. Il va aussi créer avec ses amis du lycée Thiers une revue qui va s'appeler Les Cahiers du film, une revue de critique théâtrale, critique d'opéra. Voilà, ces cahiers du film
eh bien, existeront jusque dans les années 50. Peut-être certains d'entre vous connaissent. Elle sera renommée Les Cahiers du Sud, qui est une revue et puis un journal qui aura une grande importance lors de l'occupation française parce qu'ils cacheront des auteurs résistants. Et en 1920, Marcel est donc nommé professeur d'anglais. Il va faire il aura plusieurs affectations à Pamiers, à Tarascon, puis à Aix. Et à Aix, il va rencontrer un inspecteur d'académie qui va lui dire, mais vous faites des cours formidables, vous devriez passer l'agrégation d'anglais, parce qu'il est professeur d'anglais, vous devriez monter à Paris. Et Pagnol monte à Paris et il enseigne au lycée Condorcet, qui est un très grand lycée parisien. Et en même temps, eh bien, il écrit des pièces de théâtre, dont sa première pièce de théâtre, Catulle, que vous voyez ici. Et je vais vous proposer de laisser Marcel Pagnol nous parler de Catulle. Et avant que vous fassiez ça, Nicolas, juste, Oui, je voulais juste te dire, c'est assez drôle parce que le lycée Condorcet, c'est aussi le nom du lycée français à Sydney. d'accord. Donc vous connaissez bien. Donc, belle coïncidence, voilà. Très bien. On connaît le bonhomme. Effectivement surveillant, puis professeur. Vous n'avez encore écrit aucune œuvre dramatique, si ce n'est une tragédie en 5 actes. Ah, bien sûr, une tragédie que je croyais antique. Je croyais avoir fait quelque chose comme une tragédie de Racine. C'était plutôt une tragédie d'Henri Bataille, mais écrite en vers. Il était d'ailleurs pas fameux. On ne l'a jamais joué. Quel était son titre? Catulle, c'était sur le poète latin Catulle. Vous savez, universitaire un jour, universitaire toujours. Voilà, vous voyez l'humilité de Marcel qui n'hésite pas eh bien, à critiquer son œuvre, sa première œuvre, Catulle. Donc oui, effectivement, une pièce en vers, parce que Marcel pense qu'il est un grand auteur dramatique. Hein. C'est, comment dire, ses modèles sont les grands auteurs grecs. Voilà. Et il va rencontrer à Paris quelqu'un qui va avoir une grande importance dans sa vie, qui est marseillais, qui est monté à Paris, qui est critique de théâtre, pardon, dans une revue qui s'appelle Comédia et qui s'appelle ce garçon Paul Nivois. Et Paul Nivois va lui présenter tout le monde du théâtre parisien. Marcel va devenir pigiste chez Comédia en même temps qu'il travaille au lycée. Et ils vont écrire tous les deux pièces. La première qui s'appelle Tonton, où Joseph veut rester pur, qui est une comédie bouffonne, que Marcel ne signera pas de son nom. Il prendra un pseudonyme, il signera Castro, parce qu'il a honte de cette pièce. Et il se dit, si mon père venait avoir cette pièce avec mon nom dessus, il aurait honte de moi. Et par la suite, Nivois et Pagnol écriront une pièce très ambitieuse qui s'appelait Les Marchands de gloire. Et ces marchands de gloire euh, vont faire scandale, vraiment scandale, parce que nous sommes en 1925 et qu'il y est question des profiteurs de guerre. Hein. Nous sortons depuis un peu moins de 10 ans de la Première Guerre mondiale. Des profiteurs de guerre. La pièce ne va pas avoir un grand succès public, mais va avoir un très très grand succès d'estime et critique. Et puis, Pagnol va s'apercevoir que avec ce demi-succès, j'ai envie de dire, eh bien, il gagne 5 fois ce qu'il gagnait à Condorcet. Donc, il va demander à démissionner de l'Éducation nationale et le ministre de l'Éducation nationale de l'époque l'appellera pour lui dire, Monsieur, quand on a la chance de faire partie de la maison, ne démissionne pas, je vous mets en congé illimité, en congé sans solde. Et du coup, Marcel écrira une pièce qui fera sa renommée et qui s'appelle Jazz. Alors, ce n'est absolument pas une pièce, tout comme Les Marchands de gloire et Tonton veut rester pur, ce n'est absolument pas une pièce provençaliste. C'est une pièce qui se passe, je pensais que j'avais une vidéo là-dessus, mais non, c'est une pièce qui se passe dans une université. Bon, voilà. Et c'est son premier succès. Elle est montée au théâtre de Monte-Carlo, puis reprise au théâtre des Arts, aujourd'hui théâtre Héberto, et cette pièce, L'Espagnol.
Il devient un auteur en vue, assez en vue, et il va écrire là vraiment son premier grand succès, c'est-à-dire Topaz. Topaz, pour se rendre compte du succès de ce film, il faut le comparer, il faut comparer ses entrées à celles de Cyrano de Bergerac, qui était montée en 1895, la pièce d'Edmond Rostand. Voilà, depuis Cyrano de Bergerac, il n'y avait pas eu un aussi grand succès au théâtre. Et je vais vous laisser Marcel vous en parler. Topaz, c'est l'histoire d'un maître d'école qui devient un maître filou. Vous l'avez écrit en pensant à l'idée que votre père se faisait des hommes d'affaires? C'est ça, ils en parlaient avec horreur d'ailleurs. Mon père, l'homme d'affaires, c'est certainement un voleur. C'était une pureté absolue. Et un jour, mon père avait pris un de ses élèves de l'école communale qui était en retard et lui avait donné des leçons particulières gratuites. Et alors, le petit a été en scientifique à l'étude, et le père, qui était un tailleur de pierre, qui taillait des trucs sur des tombes, sur des tombes, un jour, il est arrivé avec sous le bras un paquet lourd, et c'était un buste de mon père qu'il avait fait. Mon père a dit, ah, monsieur, pas du tout, moi, j'ai pas fait travailler votre enfant gratuitement pour que vous me passiez un cadeau. Et il a renvoyé le brave type avec ça, avec ce buste. Ils étaient comme ça. Si je savais payer, je l'achèterais cher. Donc, votre père, avec d'autres instituteurs, était toujours choqué par les milieux d'affaires. Et c'est de là que vous avez tiré la substance de Topaz. Oui, exactement. C'est pas tellement parce que j'ai vu, mais parce que je les entendais dire, n'est-ce pas? Mon père et ses collègues. Et je pensais qu'en plus que ces instituteurs étaient des gens fort intelligents, et qu'ils étaient peut-être beaucoup plus intelligents que les hommes d'affaires qu'ils n'aimaient pas. Alors, c'est assez intéressant, Topaz, et cette première partie de la carrière théâtrale de Marcel Pagnol, parce que pour la confidence, lorsque Marcel part de Marseille, il est plus ou moins fâché avec son père, parce qu'il s'est marié à l'âge de 18 ans avec une fille qui était mineure, Simone Collin, le père l'avait très très mal pris. Et en arrivant à Paris, Marcel Pagnol, qui avait reçu une éducation classique, nourrie de citations telles que celles qu'il utilisera dans Topaz, bien mal acquis ne profite jamais, mieux vaut bonne réputation que ceinture dorée. Eh bien, en arrivant à Paris, Marcel Pagnol s'aperçoit que le monde ne tourne pas autour de la morale de son père, et il va rencontrer dans cette ville lumière qu'est Paris à l'époque, nous sommes en 1923, eh bien, tout un tas d'hommes d'affaires, de politiques véreux, euh, enfin, un Paris qui pourrait ressembler à celui d'aujourd'hui, en définitive, mais beaucoup plus flamboyant. Et il se dit, ah, l'éducation que j'ai reçue ne me permettra pas de réussir dans la vie. Et pour la confidence, lorsque Joseph demande à Marcel, alors qu'il a 10 ans, que veux-tu faire dans la vie, Marcel lui répondit, je veux être millionnaire. Et il reçut une claque de la part de son père. Mais en arrivant à Paris, je pense qu'il veut toujours être millionnaire et il voit qu'il ne pourra pas l'être en suivant les préceptes paternels. Et il se rend compte que son père vit dans un monde fictif, celui de l'éducation nationale, protégé par l'administration française et par le salaire acquis à chaque fin de mois. Pas de prise de risque, pas de réussite. Et donc, vous voyez, il y a une distance qui s'est opérée entre le père et le fils. Et Topaz est le summum, le pic de cette distance. C'est donc l'histoire d'un professeur pur et naïf qui est utilisé à ses dépens par un conseiller municipal véreux, un escroc, et qui, au moment où il s'en rend compte, eh bien, devient pire que ce conseiller municipal. On voit là un peu le divorce entre la morale paternelle, l'éducation que Marcel a reçue et ses aspirations de jeune homme, une sorte de Rastignac monté à Paris pour réussir. Par la suite, tout de suite en même temps, en définitive, Marcel écrit
Et là, nous le connaissons tous parce que c'est son grand succès de 1928. Marcel écrit une de ses plus grandes œuvres qui est Marius. Il écrit donc là sa première œuvre méditerranéenne, provençale. Je préfère dire méditerranéenne parce que Marseille n'est pas la Provence. Marseille, c'est un port. C'est le port des sept mers. D'ailleurs, il y aura un remake en 1932, Port of the Seven Seas, qui sera réalisé aux États-Unis. Et donc, c'est mon analyse. Marcel retourne vers ses racines, se rabiboche un peu avec son père, comprend qui est son père, et le fils de Joseph Pagnol, avec Marius, devient Marcel Pagnol. C'est-à-dire qu'il a digéré son éducation, il a digéré Paris, il a digéré toutes ses différences, il a digéré ses colères, il a pardonné, et il revient chez lui avec cette œuvre. Il écrira d'ailleurs, c'est au bout de 4 ans ou 5 ans de vie parisienne que je découvris que j'aimais Marseille, car bien souvent l'absence nous révèle nos amours. Alors c'est aussi vrai pour un pays que pour une femme, mais en tout cas, voilà, il fait la paix avec sa région, il fait la paix avec son père, il fait la paix avec tout ce petit monde, et il va crier son amour à sa ville natale, Marius. Marius est un succès considérable, considérable. On n'a jamais vu ça dans le théâtre français. Même si Topaz avait une tournée mondiale immédiate, alors là, Marius, c'est déferlement sur le monde et César part à la conquête du monde. Hein. Voilà, César qui est le personnage interprété par Rému. Et Marcel va rencontrer d'abord, il va partir à Londres voir un des premiers films parlants qui s'appelle Broadway Melody. Et il comprend que le cinéma parlant est l'avenir de l'art dramatique. Et il comprend que le cinéma parlant nécessite d'inventer une nouvelle écriture qu'on n'écrit pas pour le cinéma parlant, comme on va écrire pour le théâtre. Je vous donne un exemple. Sur une pièce qui va durer 2 heures, eh bien, vous avez 25% de la pièce dont le texte sert à justifier les entrées et les sorties des personnages, et donc qui ne sert pas la dramaturgie pure. Alors qu'au cinéma, vous pouvez ellipser, vous pouvez attaquer les situations à chaud, vous n'êtes pas obligé de faire entrer, sortir, et donc condenser votre écriture. Eh bien, Marcel va inventer une façon d'écrire pour le cinéma. Il va donc rencontrer Robert T. Kane, qui est le patron de Paramount France. Ils vont devenir amis parce que Marcel parle anglais et que l'autre parle très mal français. Et Marcel va persuader de monter Marius au cinéma. Marius a déjà été joué plus de 800 fois à la scène, peut-être même plus que ça, 900 fois à la scène, nous sommes en 1930. Et Marcel, là, va inventer le cinéma d'auteur. Pourquoi Premièrement, il va imposer sa distribution. Robert Chicken ne veut pas de Rému, ne veut pas de Randomazis, ne veut pas de Pierre Freinet, qui ont fait la gloire de la pièce. Il veut placer ses stars et ses starlettes de chez Paramount. Pagnol dit non. Robert Chicken finit par accepter. Pagnol va être le premier au monde à négocier un pourcentage sur les entrées de son film. Jusqu'alors, les auteurs étaient payés à forfait et vendaient leurs scénarios pour le monde entier pour une durée indéterminée. Et Pagnol va s'imposer comme étant le superviseur du tournage. Il ne va pas réaliser le film, c'est Alexander Korda qui va réaliser le film. Et donc, nous avons là, comment dire, la naissance du cinéma d'auteur. L'auteur devient supérieur au producteur et au réalisateur. Le film aura un succès considérable. Et regardons un extrait. Et ce Paris-là, ça vaut la peine d'être vu, hein? Ah, c'est impressionnant. Ah ouais. Et vous êtes beaucoup promené là-bas à Paris? Chaque soir. Vous êtes un peu de... C'est un camarade de régiment à moi. Gandolfi, un grand blond. Il a des moustaches, là. Avec les yeux qui portent le linge, vous savez. Oh, vous l'avez sûrement rencontré. Et non, je n'ai pas vu Landolfi. Comment, vous l'avez pas vu? Vous êtes pas allé à Paris, alors? J'en viens. De Paris?
Et vous n'avez pas vu Landolfi? Et non. Alors il est mort. Oh, cher. Oh, mais non. Paris est grand. Ah oui, c'est grand, oui, oui, c'est grand. Oui. Ah si, c'était très grand, mais enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. J'ai vu au moins 40 cannebières. C'est le voyage qui vous a fatigué. Alors, ça, pas un miracle, c'est nous les Marseillais qui exagérons. Quelle mentalité. 40 canadiens. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous savez. Oh, toute une déformité de vie. Bon, on va arrêter là. On va arrêter là parce qu'on pourrait regarder le film en entier. Moi, c'est un de mes préférés. Bon. Après ce succès de Marius, Léon Volterra, qui était le directeur du théâtre de Paris, qui avait monté Marius au théâtre, tu dis, écoute, tu as vu le succès, il faut que tu m'écrives la suite, il faut faire Fanny. Marcel va écrire Fanny, puis grand succès, puis va le monter au cinéma, grand succès, et puis ça y est, l'aventure cinématographique de Marcel Pagnol commence, et il va se fâcher avec Paramount pour des histoires bassement matérielles. Il va racheter les droits de ses films, et il va créer ses studios, les studios et sa société de production. Donc les films Marcel Pagnol, les auteurs associés et la grande aventure du cinéma de Pagnol va commencer. Et donc là, il va écrire des chefs-d'œuvre, adapter Giono, La femme du boulanger, La fille du puisatier, Geoffroy, Angèle, Regain, Le Spoons. Les films de Pagnol sont toujours un très grand succès populaire, mais se font assassiner par la critique parce qu'il y a une guerre entre les tenants du cinéma muet de l'époque et Pagnol qui est le premier, un des premiers à faire du cinéma parlant en France. Et tout ça va durer jusqu'en 1942. La France est occupée par les Allemands et les Allemands veulent que Pagnol prenne la tête des studios allemands pour le compte de la Continentale. La Continentale étant une société de production allemande et une société de surveillance du cinéma français. Pagnol va refuser. Il est en train de réaliser une trilogie qui s'appelle La prière aux étoiles. Les Allemands veulent récupérer ces 3 films pour les distribuer. Pagnol étant bloqué, va convoquer toute l'équipe de ce studio, dans la cour des studios, va détruire les négatifs du film à coups de hache, va vendre toute son affaire à la société Gaumont. Et il va se faire horticulteur. Il achète une ferme pour faire des fleurs, des œillets très exactement, sur les hauteurs de Nice. Et la source est perdue. Je crois que cela peut nous rappeler l'intrigue, en tout cas, de Manon des Sources et Jean de Florette. Et puis après-guerre, il va rencontrer ma grand-mère, il va refaire du cinéma, mais il a perdu son indépendance, hein, donc il va recommencer avec Naïs. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un extrait de Naïs parce que j'ai été amoureux de ma grand-mère jusqu'à son décès en 2016, et c'est dans ce film que je la trouve la plus ravissante. À l'époque, elle s'appelle encore Jacqueline Bouvier, et quelques mois après, elle se mariera avec mon grand-père et deviendra donc Jacqueline Pagnol. Ah, mais c'est dommage parce que sur l'extrait qu'il y a sur le site, on ne voit pas ma grand-mère, mais je vais tout de même vous mettre un extrait avec Henri Poupon que vous voyez à droite. Tu le connais, mon fils? Fernand, il s'appelle. C'est ça, Fernand. Je ne l'ai jamais vu que de loin. Et maintenant, je le vois encore que de loin. Il est là à t'attendre auprès du portail. Et il tourne, et il vire, comme un cochon malade. Et il n'a pas osé venir avec moi parce que... Parce qu'il a bien fait. Je ne tiens pas à le connaître de plus près. Et pourquoi? Parce que c'est un brave garçon. Sérieux, travailleur, et tout. Et surtout, fils unique. Ben, tant pis pour toi. Pourquoi tant pis? Ben, parce que s'il meurt, tu n'en auras plus. Et pourquoi veux-tu qu'il meure? Je ne veux pas qu'il meure. Seulement s'il continue à courir derrière ma fille, Naïs, comme il fait, s'il s'amuse à sauter la clôture la nuit, pour venir y faire la sérénade, ben moi j'y fous un coup de fusil. Ni plus ni moins. Compte bien, Micoulin, que si je savais qu'il est de mauvaises intentions, je te comprendrais et je te donnerais raison.
Mais tu vois bien que j'ai mis le col et la cravate. Alors, tu sais pourquoi je viens? Oui, tu viens me dire, donne-nous ta fille. Oui, ben moi, ma fille, je la donne pas. Je me la garde. Toi, ton fils, c'est lui qui se lève dans le mulet à des coliques. C'est lui qui va faire boire les bêtes. C'est lui qui t'aide à piocher la vigne. Ben moi, ma fille, elle me fait la soupe et elle me tient à la maison. Alors elle restera ici, parce que j'en ai besoin. Alors tu vas la garder toute ta vie comme domestique? Toute ma vie, si ça me plaît. J'avais une jument, elle m'a fait une petite jument. Ben, cette jument, elle est à moi, parce qu'elle est née chez moi, que je l'ai nourrie. Ben, ma fille, elle est née chez moi et je l'ai nourrie aussi. Alors ma fille, elle est à moi. Et puis ma fille, c'est une enfant. Il a l'idée qu'un garçon peut s'emporter pour se la mettre dans son lit. Mais ça, je ne peux pas le supporter. Je ne le supporterai pas. Mais Nicolas, tu ne penses qu'à toi. Tanaïs, tu es sûr que ça lui plaira tant que ça de rester vieille fille? Il faudra bien que ça lui plaise. Il faudra bien. Et ton fils, il lui a parlé, hein? Bien sûr qu'il lui a parlé. Oh, un jour, là, sur la plateforme du tramway. Il lui a dit quoi? Ben, qu'il voulait la marier. Le petit salaud. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Il fallait le demander à son père. Oui, alors elle ne le veut pas. Si elle a dit ça, c'est qu'elle ne le veut pas. Et si elle ne le veut pas, il n'y a plus rien à dire. Alors tu diras à ton fils de plus venir rôder par ici. Et rappelle-lui bien qu'il est fils unique. Bon, adieu. Et bon vent. Bon, là, on a tout pagnol, hein. On a tout pagnol. Intéressant cet extrait, Nicolas, parce que bah, Marcel Pagnol, il était beaucoup de choses, mais en tout cas, c'était pas un féministe. Oh, c'est faux. Absolument faux, c'est absolument faux. Ah bon? D'accord. Bien sûr, parce il dénonce la condition des femmes dans toute son œuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourra en parler tout à l'heure, mais grosso modo, dans son œuvre, les femmes sont victimes du patriarcat et les femmes sont punies parce qu'elles ont fauté, mais toujours, 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 à la fin, c'est la femme qui gagne et qui fait évoluer la société. D'accord, d'accord. Présente une situation avec une résolution qui nous donne de l'espoir sur la condition de la femme. Et le plus intéressant dans toute son œuvre au niveau de la condition de la femme, c'est Manon des Sources et Jean de Florette, où il s'agit d'une femme libre, forte, vengeresse, une déesse de la vengeance. Mais il y a un livre qui a été écrit là-dessus qui est très intéressant. Bon, nous en sommes donc à la Libération. Marcel est nommé président de la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, en charge de l'épuration, donc pour punir les auteurs qui auraient collaboré, mais il ne punira personne, il est pour la concorde, pour la réconciliation nationale. Et puis, 1947, il est nommé à l'Académie française. C'est le premier cinéaste à être nommé à l'Académie française. Et en 54, il va arrêter le cinéma parce que sa fille Estelle va mourir à l'âge de 4 ans. Il s'en remet pas, donc il arrête le cinéma. Il fait un retour au théâtre avec 2 pièces qui sont pas mauvaises, mais qui ne marcheront pas, qui s'appellent Judas et Fabien. Il pense qu'il est un homme fini, terminé, qu'il n'intéresse plus la nouvelle génération. Et par un coup du destin, une de ses amies, Hélène Lazarev, qui dirigeait le magazine Elle, va lui proposer d'écrire ses souvenirs d'enfance. Et dès 1957, eh bien, il va produire, écrire La gloire de mon père, et puis Le château de ma mère, et puis Le temps des secrets, et puis Le temps des amours. Et en 62, il reprendra son film qu'il avait réalisé en 52, Manon des Sources et Hugolin, et il y ajoutera une partie, Jean de Florette, et donc il fera et rédigera les 2 romans, Manon des Sources et Jean de Florette, le diptyque de L'eau des collines, qui sera vraiment l'un de ses grands chefs-d'œuvre littéraires. Puis, il se penchera sur Le secret du masque de fer, il écrira différents articles, différents essais. Il s'éteindra le 18 avril 1974 à Paris d'un cancer. Voilà donc la vie de Marcel Pagnol, très résumé, très très résumé. Et l'année prochaine, vous pourrez
en tout cas si ça vous intéresse, en savoir un peu plus, car nous travaillons actuellement sur un très très beau projet, un film de Sylvain Chomet qui s'appelle Marcel et Monsieur Pagnol, sur la vie de mon grand-père. Sylvain Chomet, je ne sais pas si vous le connaissez, il a déjà réalisé Les Triplettes de Belleville ou L'Illusionniste, nominé 2 fois aux Oscars. Et le film est déjà vendu dans 70 pays, dont l'Australie, donc sorti 2025. Je ne saurais vous dire quand, et je vous propose de regarder le teaser. Alors, soyons clairs, ce teaser a été réalisé pour aller lever des financements auprès de nos grands amis, les banquiers, les financiers que nous adorons, pour pouvoir réaliser le film. Donc, l'animation du film final sera bien meilleure que celle que vous allez voir à l'instant, si toutefois ça fonctionne. Ah, il y a un petit souci. Je pense que c'est parce que j'ai fait le partage de... Je vais arrêter le partage une seconde et je vais lancer... Vous me voyez toujours? Ouais, Ouais. pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à le lancer. Ça marchait très bien il y a 2 minutes. Enfin, juste avant que je ne vous... Bon, écoutez, nous verrons. Je vais partager l'écran tout de même. Teaser Marcel et Monsieur Pagnol. Partager. Je reviens là. Voilà. Bien. Quand ça sera possible, on le regardera. Mais là, il est un petit peu fatigué. Donc voilà, grosso modo, la vie de Pagnol. Ce que je pense qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a 2 aspects chez Pagnol. Il y a l'aspect homme d'affaires, c'est-à-dire le seul qui a monté et intégré tout le milieu du cinéma, horizontalement et verticalement, donc avec ses cinémas, sa société de production, ses labos, ses studios. Il était producteur, réalisateur, directeur de production. Il avait un magazine de cinéma aussi qui s'appelait Les Cahiers du film. C'est un exemple unique au monde. On saluait tous les plus grands cinéastes et producteurs, tant aux États-Unis qu'en France ou en Angleterre. Il a été, enfin, Rossellini et De Sica se sont réclamés de l'école Pagnol, et on dit que Pagnol était le précurseur du néoréalisme italien. Godard et Truffaut se sont réclamés de l'école Pagnol en disant que Pagnol avait été le précurseur de la nouvelle vague française. Donc il y a un aspect business chez Pagnol et un aspect culturel très important. Il est aussi le chantre, le plus grand représentant de la Provence et aussi d'un moment particulier que nous avons connu, en tout cas en France, à partir des années 20, ce qu'on appelait l'exode rural, c'est-à-dire la désertification de la campagne, les paysans qui partaient en ville et donc la disparition de cette culture paysanne. Et Marcel a fixé sur la pellicule, en tout cas, en tant que cinéaste, ce moment particulier. On peut penser à Angèle ou Regain ou Geoffroy ou même Manon, qui sont des œuvres très fortes sur cette Provence qui disparaît. Et Marcel, je pense aussi, est là dans toute son œuvre, et est un artiste qui nous parle au cœur. Il n'a jamais essayé de réinventer quoi que ce soit. Il nous a raconté des histoires en nous prenant par la main et en nous emmenant dans son monde d'une manière très simple et en abordant des thèmes qui sont constitutifs du développement personnel et du développement d'une société apaisée. Je veux parler ici du partage, de la compréhension, du respect de la famille, du respect de la nature, de l'amitié et du respect de l'honneur. D'ailleurs, dans Marius, il y a une phrase que j'aime beaucoup. L'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Voilà, je, je pourrais vous parler de mon grand-père pendant des heures et des heures, mais je vois que j'ai déjà dépassé de 10 minutes le temps qui m'était imparti.
Alors, c'était parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Bon, Nicolas, excusez-moi, je veux juste savoir quand est-ce que le film sur Pagnol, le dessin animé de Chaumet et votre dessin animé sort. Est-ce que vous avez une date à peu près de fin de production? Alors, normalement, on le présente à Cannes l'année prochaine, Ah, donc au mois de mai. trop tard. Euh, et donc, il devrait vraisemblablement sortir, je pense en septembre. Je pense qu'ils vont le faire sortir. C'est bon pour 2026. Ouais, ouais. C'est bon, bon, voilà. Non, parce qu'on a le plus gros festival du film français au monde, est en Australie. Ah Euh, oui? et on a la chance de l'organiser, nous, l'Alliance française. Il faut Et, faire une et en rétrospective fait, espagnole. je rêve Mais- d'avoir le Pagnol là. Donc, on l'aura pas l'année prochaine, mais on l'aura l'année suivante. OK. D'accord. Alors, Voilà. attendez, je change de navigateur. Je pense Je que c'est le pense que vous ne navigateur. pouvez pas parce que c'est un Vimeo et à mon avis, ça doit bloquer quand c'est en Zoom pour justement pas qu'on puisse montrer à un tiers via Zoom l'écran. Oui, vous pensez? J'ai peur que ce soit ça. Le YouTube, ça a bien marché, non? Ouais, mais YouTube, c'est, comment dire, vous avez les droits alors que Vimeo, c'est vraiment des droits ultra limités avec des mots de passe et je suis pas sûr qu'on puisse les faire passer. Vous allez voir. Hop là, vérification. Vérifiez que vous êtes un humain. Bah oui. Ah, voilà. Tout autorisé. Alors, bougez pas. Voilà. Voilà. Partagez l'écran. Voilà. Vous avez l'écran? Non, Non. toujours pas. Voilà. Ça vient, ça vient. Parfait. Alors, j'en ai plein mon écran. Moi, j'en ai partout là. Je ne sais plus où je suis. Voilà, ici. Et on va le lancer. Oh, putain. Je vais y arriver, hein. Si, vous allez voir, ça a marché. Il a aussi deux écrans ouverts. C'est permanent. Et voilà. Et voilà. C'est la même chose. Bravo. Bravo. Un jour, maman, tu seras fière de moi. Et pourquoi tu n'écrirais pas une pièce qui se passerait chez vous, à Marseille? Enfin, un Français qui parle l'anglais. Demain, je vais le faire, ton bouquin, j'ai compris. Pourquoi as-tu changé d'avis? S'il n'est pas parlant. Enfin. Oh, the Tivoli store. Je veux pas que tu écrives n'importe quoi sur nous. Parce que partout où tu es allé, je suis allée. Mais tes gars, ça peut jouer, c'est ça. Mais pourquoi? Ce n'est pas une déception. Je sais pas. Sans parler des ça. Je suis déjà fière de toi, Marcel. Alors, autant vous dire que je suis vraiment impatient que ce film sorte. Pareil, pareil ici. Le son n'était pas très bon, mais on Hein. va passer le lien séparément. Mais en tout cas, D'accord. non, effectivement, donc Philippe s'occupe du festival français ici et donc ce sera pour 2026. 2026. 2026. Voilà, voilà. Non, non, ah oui, oui il sort en 2025 celui-là, mais je sais, il est quand votre festival? Mars. Ouais. En mars, donc avant Cannes. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas le sortir à Cannes si vous voulez, s'il est sorti Ouais, avant. ouais, ouais, bien sûr. Mais vous faites que du film frais?
Il nous arrive de passer une ou deux séances de films classiques. L'année Ça, dernière, on avait Les Enfants du Paradis. il Et faut prendre un film de Pagnol, c'est les 130 ans de sa naissance l'année prochaine. je pense que c'est une excellente idée. Ah bon. Très bien. Je pense que c'est une excellente idée. Après, il faut voir chez qui sont les droits en Australie. Ils sont Mais... chez MK2. Ils sont chez Ouais. MK2. Aïe. Ah, aïe. Ils sont difficiles en négociation. Non, je les maîtrise, moi. Il n'y a pas de problème. On se parlera après. Alors. Voilà. Bon, très bien, on fera suivre ça, une discussion s'en suivra. En tout cas, merci Nicolas. Maintenant, si vous voulez arrêter de partager l'écran, comme ça on va vous voir en grand. Et puis, voilà, parfait. Et vous nous entendez, et C'est parfait. vous voyez la salle, tout est bon. Bonjour à tous. Là, je vois mieux, c'est vrai. C'est tout petit tout à l'heure. Non, je ne sais pas quel est le sentiment dans la salle, mais ce qui est impressionnant avec Marcel Pagnol, c'est on a l'impression que tout ce qui touche se transforme en or. Parce que Oui. il veut être homme de théâtre, il a que des succès, ou presque, en tout cas, ce qu'on sait de lui. Pareil au cinéma, pareil en littérature. Apparemment, dans les affaires, c'est un dieu du business. Donc, il a à la fois la partie culturelle et la partie business. Donc, les deux parties du cerveau fonctionnent très bien a priori. Il avait quand même une faiblesse, non? Quel était son talon d'Achille à Marcel Pagnol? Les femmes. Ah. Dites-nous en Mais, plus. mais pas comme vous pourriez l'imaginer. C'est-à-dire que Marcel a perdu sa mère alors qu'il n'avait que 15 ans. Et ça a été le drame de sa vie. Je vous invite à relire les dernières pages du Château de ma mère. Il disait la main du petit Paul serrait la mienne et on emportait notre mère. Et pendant 20 ans, nous n'avons jamais parlé comme si ce chagrin pouvait nous tuer. Et Marcel garde cette vision d'une mère d'une pureté incroyable. Euh, L'âge de mon père, c'était 35 ans. L'âge de ma mère, c'était le mien, parce que je pensais qu'elle était née le même jour que moi. Ça, c'est dans la gloire de mon père. Donc, il a une vision d'une pureté totale de la femme, et effectivement, il va se marier à 18 ans avec une jeune fille de 17 ans. À l'époque, la majorité était à 21 ans. Euh, et ça va mal se passer parce qu'en montant à Paris, elle ne veut pas d'enfants, ils n'ont pas d'intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle veut un Marcel à la maison qui rentre le soir après la classe. Marcel veut faire du théâtre, il est tout le temps dehors, ça se passe mal. Et ils vont se séparer alors que Marcel va rencontrer la jeune Orane de Mazis. Et Orane de Mazis va lui faire le même coup. Elle ne veut pas d'enfant, c'est une comédienne. Elle, elle veut favoriser sa carrière de comédienne. Elle ne veut pas vivre avec lui. Enfin bon, bref, c'est très compliqué. Toutefois, il va être tellement amoureux qu'il va lui écrire un rôle dans le jazz et puis il va lui écrire le rôle de Fanny. Ce sera sa muse. Et puis, Marcel, là, nous sommes en 1926, donc Marcel a 33 ans, 32 ans, et il a envie d'avoir un enfant, et il va rencontrer fortuitement une jeune danseuse anglaise qui s'appelle Kitty Murphy, parce que son grand ami Léon Volterra avait le Casino de Paris et le théâtre de Paris, qui étaient reliés par des coulisses souterraines. Il peut passer d'un à l'autre, et dans ces coulisses, ben Marcel, parfois, voyait les girls, vous savez, les danseuses de l'époque, hein, nous sommes dans les années 20, se changer, tout ça, et il va tomber sur cette Kitty Murphy, il va en tomber éperdument amoureux, et elle va lui donner son premier fils en 1931, Jacques Murphy. Jack Murphy, et à ce moment-là, eh bien, il tourne toujours avec Oran de Mazis dans des films. Elle joue aussi Fanny au théâtre, dans la pièce Fanny. Et on a une lettre où Marcel écrit à son père. Elle fait, je me fais j'ai les plus grands soucis en ce moment. Je sais pas pourquoi j'ai cette vie-là, mais alors, euh, quand Kitty
Quand je suis avec Kitty, Oran rôde autour de nous. J'ai peur qu'elle lui fasse un mauvais coup. Quand je suis avec Oran, j'ai peur que Kitty lui mette des coups de pied de danseuse. Je ne m'en sors plus. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il est avec Oran et Kitty. Ça veut dire qu'il travaille avec Oran, donc il est très proche d'elle, et puis ce sont d'anciens amants, et puis qu'il est amoureux de Kitty, il a un enfant. Et puis Kitty va le quitter parce que Marcel est en pleine gloire. Il y a beaucoup de sollicitations, dirais-je, de la gente féminine, et puis que, vraisemblablement, certains soirs, il doit avoir le coude un peu léger et il se laisse embarquer dans quelques aventures nocturnes sans lendemain. Et Kitty en a assez, va le quitter. Voilà. Et à ce moment-là, nous sommes en 1934, et Marcel tourne Angèle avec Oran de Mazis, et un soir, ils sont en province, ils tournent, ils dorment tous dans le même hôtel, et puis bon, bah, il va se passer ce qui va se passer, voilà, et Oran de Mazis va tomber enceinte. Et Marcel ne voudra pas garder l'enfant, et il dit notre temps est passé, voilà, c'était il y a 20 ans, il y a 15 ans qu'il fallait le faire, maintenant c'est plus possible, et bon, elle va le garder, ça va très mal se passer entre eux, il va continuer à la faire tourner jusqu'en 1937. Mais ça ne va pas bien se passer. Et Marcel va tomber amoureux d'une de ses secrétaires, Yvonne Poupron, à qui il va faire un enfant, une fille, Francine, on est en 37 là, je crois, à peu près. Et puis elle va le tromper. Et donc ils vont se séparer. Et là, Marcel va tomber amoureux de Josette D, qu'il fera tourner dans La fille du puisatier. Puis elle tournera avec Cocteau. Bon, ils n'auront pas d'enfants, ils ne vont pas se marier. Ça va être très très dur pour Marcel. Josette va le tromper. C'est vraiment comment dire, une fille assez légère, enfin, une gourgandine, quoi. Elle cherche le confort et la stabilité plus que l'amour, quoi. Voilà. Et ils vont finir par se séparer en 1942. Et en 1944, Marcel va rencontrer ma grand-mère, Jacqueline, et ils ont 20 ans d'écart ou 25 ans d'écart, je crois. Et ils ne vont plus jamais se quitter. Voilà, il l'appellera mon petit brin de poésie. Et il aura deux enfants avec elle, Frédéric, mon père, et la petite Estelle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui mourra d'une sale maladie à l'âge de 4 ans. Et ma grand-mère accompagnera mon grand-père jusqu'à sa mort. Donc oui, c'est les femmes. Donc, pour ma grand-mère, il écrira bien évidemment Manon Dessours, Jean de Florette. Hein, ça, il l'écrit pour elle. Hein. Il lui demande qu'est-ce que tu aimerais jouer. Je t'ai jamais écrit de grands personnages. Voilà, alors elle lui explique j'aime bien Antigone, et puis j'aime bien la petite Fadette, et puis quand j'étais petite, j'allais garder des chèvres dans le Gard et tout. Il va lui construire ce personnage autour de ses indications, bien sûr, autour de la personnalité de ma grand-mère, qui était une femme très, très, très forte. Donc on voit que les femmes ont eu beaucoup d'importance dans la vie de Marcel. Ce n'était pas un coureur, c'est un homme qui était à la recherche de la perfection, qui pouvait se faire l'image, l'image parfaite de la femme qu'il pouvait avoir parce qu'il l'a ramenée à la pureté de sa mère et qu'il avait quitté beaucoup trop tôt. Il a été déçu souvent, notamment par Demasis et sa première femme, Demasis et Josette D. Il a été décevant avec Kitty Murphy et sans doute aussi, je pense, Yvonne Poupron. Voilà. C'était un homme, tout simplement, qui a une vie riche, riche en émotions, riche en rencontres, riche en bouleversements. Mais c'était pas, il n'était pas antiféministe. Hein. Il a toujours été, ma grand-mère a toujours dit que mon grand-père était un homme absolument délicieux. Qu'elle a toujours été libre de faire ce qu'elle voulait. Enfin, c'est pas du tout le patriarcat. Oh non, non, bien au contraire. D'accord. Ah, merci de ce partage, en tout cas, non, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Et j'ai appris il y a peu qu'il y avait une phrase, donc une épitaphe sur sa tombe, qui disait quelque chose comme j'aime ma femme, les sources et mes amis. Amico succorem dilexit. Il a aimé ses amis, les sources et sa femme. Mm. Voilà, donc il dit sa femme, donc c'est Jacqueline Bouvier, votre grand-mère, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Donc, très Oui, bien. ça a été un très bel amour.
Et donc, j'en viens à ma prochaine question ici. Est-ce que c'est intéressant ce que vous racontez? Moi, ma perception, c'est qu'il y a une sorte de joie grave chez Marcel Pagnol. Il y a une phrase, en fait, dans le château de ma mère que j'ai amenée ici, donc dans une édition originale, donc, qui date de 1958, que mon Oh, grand-père, Maurice Dumas, m'a léguée, ainsi que tous les autres. édition de Provence. Voilà, exactement. Très Et bien. donc, cette phrase, c'est: quelle est la vie des hommes? Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Est-ce que Marcel Pagnol était heureux? Pierre Benoît a eu la définition de Marcel Pagnol, portrait d'un optimiste angoissé. Et Bernard de Fallois, que j'ai très bien connu, qui est un grand éditeur français, qui a créé le livre de poche, et très proche de mon grand-père, disait Marcel a un œil porté sur l'avenir, un œil pétillant porté sur l'avenir, et un œil triste et nostalgique porté vers le passé. Et quand on regarde une photo de Marcel de face, c'est exactement ça. Euh, Votre question, c'est est-ce qu'il a été un homme heureux? Le bonheur, c'est un choix. Ça a été un homme accompli, ça a été un homme qui a vécu des choses extraordinaires. Je partage quelque chose avec lui, c'est que moi aussi j'ai perdu ma mère très jeune, j'ai perdu à 3 ans. Je ne pense pas qu'on puisse être heureux dans sa vie, dans ces conditions. Il en reste toujours quelque chose au fond, en fait. On court toujours après quelque chose. Est-ce qu'il a été satisfait? Je ne sais pas. Parmi les derniers mots qu'il ait pu dire à ma grand-mère avant de mourir, c'est: tu vois, Jacotte, on ne peut pas tout réussir. Voilà, parce qu'il allait mourir. Donc n'était pas satisfait de quitter cette vie, ce qui tendrait à prouver qu'il a aimé cette vie. Est-ce qu'il a été heureux? Je ne sais pas. En tout cas, il a aimé cette vie. Ouais, très bonne réponse, merci. J'en profite, je vais peut-être vous lire justement un extrait du Château de ma mère que j'ai relu à l'occasion. Et j'ai trouvé, bon, bah, forcément, il y a des perles de langage, il y a le style de Pagnol qui est inégalable et inégalé, je trouve. Donc, je vais juste vous lire un extrait voilà, que j'ai retrouvé en le lisant ces derniers jours. C'est ainsi que presque tous les samedis, à partir du mardi gras, nous pûmes monter aux collines. La boue de février clapota et gicla sous nos pieds. Puis, au mois d'avril, de hautes verdures jaillirent à la crête des murs et vinrent par endroits croiser leurs assauts au-dessus de nos têtes. La promenade était très belle, mais vraiment, elle était bien longue. Avec notre chargement habituel et les courtes haltes à l'ombre, le voyage durait 4 heures. Lorsque nous arrivions enfin devant la villa, nous étions exténués. Ma mère, surtout, qui portait parfois dans ses bras la petite sœur endormie, paraissait à bout de force. C'est à cause de sa pâleur et de ses yeux cernés qu'il m'est arrivé bien souvent de renoncer au beau dimanche des garrigues. Je me plaignais d'un point de côté ou d'un horrible mal à la tête, et j'allais me coucher tout à coup. Mais quand j'avais les yeux fermés, dans la nuit de ma petite chambre, la chère Colline venait à moi, et je m'endormais sous un olivier, dans le parfum des lavandes perdues. Pas mal, non? C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Il y a quelque chose, non? Oui, bravo. Donc, Vous parliez de votre interprétation, j'en suis persuadé. ah non, 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 j'oserais pas. Mais Non, mais il y a quelque chose quand même chez Marcel dans son style qui est évident, c'est qu'il crée des images, hein, l'écrivain de l'image, hein. On visualise très bien ce qu'il veut nous raconter. Euh, Ce n'est pas l'écrivain de l'idée, hein, c'est l'écrivain de l'action, du lieu, de la situation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de philosophie chez Pagnol, il y en a une, mais il ne nous la présente pas. Voilà, c'est à nous d'aller la chercher. Et on voit là très bien qu'il vient du cinéma et du théâtre, parce qu'il y a une représentation immédiate dans son écriture, du lieu, on sent la lavande, on sent le thym, on sent le romarin, on est brûlé par le soleil, on visualise très bien les repas de Noël, on visualise très bien Lily, enfin, il y a quelque chose de toujours très, très cinématographique, très imagé dans son écriture. Et puis,
il y a un style, il y a une langue, c'est agréable à lire. Le texte est beau, le texte est fluide. Beaucoup d'amis comédiens qui jouent du pagnol, qui me disent, mais jouer du pagnol, c'est formidable parce que on n'a pas à se forcer, c'est pas dur à apprendre, c'est naturel. Voilà, c'est une langue naturelle, belle, voilà, très, très belle. Et c'est pour ça qu'elle est tellement utilisée dans les dictées, en tout cas qu'elle l'était. Moi, à mon époque, au lycée, au collège, c'était les dictées de Marcel Pagnol, hein. Oh Prenez oui, votre stylo, voilà. ne parlez Donc, pas. il y a un peu, dans ma génération, moi, il y a un peu une relation de, pas d'amour-haine, c'est un peu trop fort comme mot, mais quand même, il y avait Il le vous côté en a fait scolaire. baver. Voilà, voilà. Moi aussi, moi aussi. Et figurez-vous qu'en plus, les professeurs savaient qui j'étais. Donc, Monsieur Pagnol, vous avez fait 10 fautes sur une dictée de votre grand-père. C'est indécent. Enfin bon, voilà. Enfin, je vous laisse imaginer ce que j'ai pu vivre en école élémentaire à ce sujet. Très bonne transition, Nicolas. Euh, je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, mais dans les 15 minutes qui nous restent entre nous deux avant qu'on ouvre les questions au public, j'avais envie de parler un peu de vous, Nicolas Pagnol, si ça ne vous dérange pas. Non, 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 ça ne me dérange pas. Alors, votre grand-père, dans La gloire de mon père, a écrit plutôt, j'avais la passion des mots. En secret, sur un petit carnet, j'en faisais une collection, comme d'autres font pour les timbres. J'adorais grenade, fumée, bourru, vermoulu et surtout manivelle. Et je me les répétais souvent quand j'étais seul, pour le plaisir de les entendre. Voilà, c'est La gloire de mon père, donc 1958. Et j'avais envie de vous demander, quels sont vos mots préférés à vous, Mais Nicolas Pagnol? c'est dur de me demander ça parce que l'auteur a mis des jours à sélectionner ces mots. Mais là, vous me demandé à brûle-pourpoint quels sont mes mots favoris. Il y a de vieilles expressions. euh, Gourgandine, c'est très joli, gourgandine. Dans l'image aussi, hein. Euh, euh, Prolifération. Je ne peux pas Mhm. vous dire Mhm. pourquoi. Je trouve qu'il y a D'accord. une dynamique dans ce mot. Euh, c'est raide, hein. Désolé. Là, comme ça ne me C'est vient pour ça pas que parce je que vais- il faudrait que je réfléchisse. On reviendrait vers, on reviendrait vers nous un peu plus tard. Mais en tout cas, prolifération et gourgandine, ouais, c'est pas des mots anodins. Non, j'ai eu la chance d'avoir une éducation assez sévère au niveau littéraire. Mhm. Voilà, donc je pense avoir un bon vocabulaire. Ouais. Mais ce que j'adore avec vous, c'est que vous coupez l'herbe sous les pieds, c'est-à-dire que vous en venez toujours à là où je veux en venir. Je sais pas, c'est vraiment un art, il y a quelque chose qui se passe entre nous, j'adore ça, donc merci beaucoup. Euh, Nicolas Pagnol, vous appelez Pagnol. Est-ce que c'est facile tous les jours de porter ce nom? Oui, à 95%, c'est facile. Euh, il y a beaucoup de responsabilités, c'est évident. Mais quand j'ai un doute, quand je me sens accablé de ces responsabilités, parce que j'administre l'œuvre de mon grand-père pour le compte de toute ma famille, quand je me sens accablé de responsabilités, je me rappelle toujours de cette phrase que mon grand-père avait eue en répondant à un journaliste pour le Festival de Cannes, en disant, mais c'est pas trop dur de juger, c'est pas trop dur. Il dit non, vous savez, le principal, c'est de s'en foutre. Et, et en fait, j'ai pris le parti de faire les choses parce qu'elles me plaisent. Et je pense que j'ai assez d'amour en moi pour mon grand-père et pour son œuvre pour faire, pour faire en sorte que les choses qui me plaisent lui rendent hommage. Il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas, qui rapporteraient beaucoup d'argent, mais que je ne ferais pas parce que ça dévaloriserait son image de marque ou son œuvre. Alors, ensuite, au niveau de la relation aux autres, vous savez, Pagnol, c'est un nom qui tout de suite évoque le soleil, la Méditerranée, le Mistral, l'apéritif, le pastis, la pétanque, de belles choses. Alors,
hormis quelques snobs de la rive gauche du 6e arrondissement de Paris qui se prennent très au sérieux, les gens aiment Pagnol et j'ai toujours un très bon accueil. Mhm. Donc, c'est pas si difficile que ça. Il y a parfois des choses qui sont un peu plus difficiles à gérer. Là, par exemple, je suis en procès contre la mairie de Marseille. Mais ça, c'est la vie des affaires. Vous voyez, dès que vous faites des affaires, il y a parfois des obstacles, des ennemis, des concurrents un peu agressifs. Bon, ben, il faut résoudre ces problèmes. Bon, mais c'est pas typiquement lié à Pagnol. C'est peut-être là, justement, parce que je m'appelle Pagnol, que je peux me défendre contre ces gens-là. Si je ne m'étais pas appelé Pagnol, j'aurais été écrasé. Donc, encore une fois, là, Pagnol est un avantage. C'est toujours un avantage. En tout cas, je le prends comme étant toujours un avantage. Ça m'a parfois desservi, mais très rarement. Mhm. Et il y a quelque chose qui m'a touché quand on s'est parlé il y a quelques mois déjà, et puis je sais qu'on s'est parlé hier soir, mais il y a une phrase qui m'a marqué, parce que forcément, vous parlez de votre grand-père, Marcel Pagnol. Donc, et vous m'avez dit cette phrase belle et terrible, je suis un petit enfant dans les yeux des gens. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oh, ben c'est le petit-fils. C'est le Hmm. petit-fils. Donc, effectivement, ça fait 51 ans que je suis un petit-fils. Mais quand vous dites de quelqu'un c'est le petit-fils, forcément, vous pensez à un enfant. Donc, pour les gens, oui. Euh, voilà, et puis, c'est l'héritier. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il a dû profiter. Il profite de l'argent de son grand-père, sans doute sur un yacht, en buvant des cocktails et fumant des cigares. Et puis, il fait rien de sa vie. C'est le petit-fils. Vous voyez? Hmm. Donc ça, oui, c'est parfois embêtant, mais ça, c'est très franco-français, hein. Je pense pas que vous ayez ce genre de problème en Australie, où justement la dynastie est quelque chose d'important, comme aux États-Unis, en tout cas dans tout le monde anglo-saxon, les dynasties sont quelque chose d'important. Nous, nous avons coupé la tête du roi pour que justement il n'y ait pas de dynastie. Alors, toute famille qui essaye d'en reconstruire une dans la durée, forcément, le descendant va être montré du doigt et il ne mérite pas ce qu'il a. Il faut qu'il en fasse moins que les autres. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et puis c'est le petit-fils, quoi. Voilà, c'est pas très important. Hmm. Hmm. Il faut parfois que je rappelle de manière assez brutale, il m'est arrivé, je ne parle pas de physiquement, de rappeler que je n'avais pas 12 ans, mais que j'étais un homme d'affaires qui gérait plusieurs sociétés, qu'il fallait me prendre au sérieux. Hmm. Hmm. Ouais. Dernière question de ma part, et puis après, voilà, ce sera à vous de poser vos questions. Donc, réfléchissez à la question que vous voulez poser. On aura le temps environ pour, j'imagine, 4-5 questions. Mais ma dernière question, ça serait forcément, j'imagine que vous avez tout lu et tout vu de Marcel Pagnol. Donc, je sais que c'est une question compliquée, mais vous l'attendez. Quelle est votre œuvre préférée? Alors, figurez-vous qu'en tant que Provençal, je vais vous faire une réponse de Normand. Euh, C'est-à-dire que on ne peut parler de l'œuvre de Pagnol que si on la découpe en trois segments, le théâtre, le cinéma, la littérature. Je vous donnerai donc trois œuvres. Au théâtre, forcément, c'est Marius. Magnifique histoire d'amour entre le père et le fils, le jeune homme et la jeune fille, et puis le jeune homme et la mère, et l'ailleurs, et la vie. Et au cinéma, c'est très difficile parce que j'aime beaucoup Geoffroy. Geoffroy est un moyen métrage, 75 minutes, avec Vincent Scotto, son ami musicien qui a fait toutes les musiques de ses films pratiquement. C'est le seul film dans lequel Vincent Scotto a joué. Et puis c'est la première réalisation provençale de Marcel pour le cinéma. Et c'est là où il jette les bases de son cinéma, cinéma en plein air, hors des studios, comédien non professionnel, un texte magnifique, voilà, Geoffroy. Et puis, euh, en littérature, c'est compliqué de choisir entre La gloire de mon père, Le château de ma mère, Manon des Sources et Jean de Florette, mais Manon des Sources et Jean de Florette, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Les souvenirs, c'est formidable, c'est plein de poésie, c'est
une Madeleine de Proust. C'est splendide, les souvenirs d'enfance, mais il y a une qualité dramaturgique et biblique presque dans Manon des Sources et Jean de Florette qui sont exceptionnels. Donc je dirais Manon des Sources et Jean de Florette. Ouais. En tout cas, le livre était marquant, mais les films aussi. Et j'ai l'impression que Manon des Sources et Jean de Florette, ça rassemblait. C'était un peu un résumé de Marcel Pagnol parce qu'il y a les sources, il y a les œillets. Il y a les œillets donc, que Hugolin se coud sur la poitrine quand il est repoussé par Manon. Il y a beaucoup de choses en fait qui. Oui, et puis la seule œuvre où Marcel nous présente réellement une Provence méchante, une Provence de ce qu'elle a de réel, non idéalisé. Et c'est la seule œuvre dans laquelle Marcel nous présente de vrais salauds et qui punit les salauds. Dans toute son œuvre, il n'y a jamais de vrais salauds, il les punit jamais. Voilà. Là, lorsque le papé apprend qu'il a tué son propre fils, là quand même, il lui fait mal, Marcel. Et c'est ce ton-là qui, moi, me plaît. C'est une œuvre complète, une œuvre somme, une œuvre de maturité et qui change. On voit qu'il nous dit le fond de sa pensée. Vous me demandiez tout à l'heure, est-ce qu'il était heureux, est-ce qu'il était joyeux, est-ce qu'il est... Je crois que là, on a la réponse dans dans ce diptyque. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Eh ben, on vient au moment, voilà. Oui, merci. Alors, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, y compris avec mes questions les plus difficiles. Mais voilà, donc maintenant, on va ouvrir les questions au public. Est-ce qu'on fait passer un micro, Philippe? Alors, je n'ai pas branché les micros parce que c'est toujours. Non. En fait, donc posez votre question et puis je la répéterai si jamais Nicolas l'entend pas. Donc, qui voudrait poser une question? C'est une opportunité unique. J'ai une petite question. J'ai compris en fait qu'on avait donné Manon des Sources en tant que comédie musicale. Tout à fait. On va donner Manon des Sources en comédie musicale. Alors, c'était prévu pour le printemps, et puis là, ça a été décalé à l'automne. Maintenant, ce sera sans doute pour le printemps prochain, tout pour la simple et bonne raison que nous avons un partenaire financier qui a fait faillite et que nous sommes à la recherche d'argent pour compléter le budget. Mais 20 comédiens sur scène, de très belles compositions. Je pourrais vous partager, mais vous irez sur mon site internet et puis il y a déjà un premier clip avec Manon qui chante. Voilà, c'est un très très beau projet. J'espère que nous pourrons le monter l'année prochaine, mais bon, nous cherchons les euros qu'il nous manque. Voilà. Bon courage. Merci. Merci. Autre question? Nous acceptons les dollars australiens, je tiens à préciser. Les dollars ne sont pas très bons pour l'instant. Oui. Quelle était sa relation avec les acteurs célèbres comme Rému et Fernandel? Allez, alors, avec Rému, c'est incroyable. Hein, lorsque Rému meurt, Marcel écrit un texte qui s'appelle L'adieu à Rému et qui commence de la manière suivante. On ne peut pas parler sur la tombe d'un ami, d'un frère ou d'un père. Tu étais pour moi les trois à la fois. Bon, je crois que ça résume assez bien leur relation qui était explosive. Oui. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se fâcher pendant au moins 24 heures. Tout le monde disait oh, ils se reparleront plus. Ils se sont dit des horreurs. Ils ne se reparleront plus jamais. Puis 24 heures après, ils étaient sur le toit en train de manger une bouillabaisse et boire un verre et redisent bon, voilà. Ils étaient complètement différents, Pagnol et Rému. C'est-à-dire que Rému avait arrêté l'école à 12 ans, Pagnol avait fait Cagne, Hippocagne. Il y avait un intellectuel et un sanguin de l'autre côté, mais deux hommes très intelligents. Et il y a une correspondance entre Pagnol et Rému, des lettres que j'ai publiées aux éditions Robert Laffont. C'est à mourir de rire, mais à mourir de rire. Avec Fernandel, c'était différent. C'était plutôt des relations de travail.
pour tout vous dire, et en plus, je trahirai personne parce que je suis très ami avec le petit-fils de Fernandel, Vincent, et qu'il est tout à fait d'accord avec moi. Fernandel n'était pas quelqu'un de sympathique, mais pas du tout. Mais il respectait Pagnol parce que c'est Pagnol qui a découvert Fernandel. Avant 1934 et son rôle dans Angèle, tout le monde disait de Fernandel, il avilit tout ce qu'il touche, il salit tout ce qu'il touche. C'est un grimacier, c'est un pitre. Et Pagnol va tout de suite voir que non, il est bien plus que ça. Il va lui donner ce rôle magnifique dans Angèle, et puis après dans Regain, dans le Spoons, dans Topaz, dans La fille du puisatier. Mais il n'y avait pas une grande affection entre les deux hommes. Merci beaucoup pour ce soir. Ma question, qu'est-ce qui se passe maintenant avec le château que la famille a acheté, je pense? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, Marcel a vendu ce château en 1973, juste avant de mourir. Le château a été racheté par la mairie en 1991. Ils ont fait des travaux dans ce château et ils m'ont confié la gestion du château. J'ai une association. Ils ont confié la gestion culturelle du château à mon association en 2017. Et il y a eu un changement de majorité à la mairie et le nouveau maire m'a renvoyé du château alors que tout allait bien, hein, on avait un équipement qui fonctionnait très bien, les comptes étaient à l'équilibre, tout était bien. Et pour y mettre le centre de culture ouvrière, qui sont des communistes, hein, ni plus ni moins, voilà, spécialisés dans l'accueil des migrants, la gestion des minimums sociaux et des centres sociaux. Donc bon, j'ai fait une pétition et là, j'ai été insulté, menacé, on m'a fait du chantage, tout ça. Et donc j'ai porté plainte. Là, j'ai 2 plaintes au tribunal pénal contre le maire de Marseille. Une première plainte pour injure publique et diffamation et une deuxième plainte pour chantage et favoritisme. C'est entre les mains de la justice, mais quoi qu'il en soit, moi je ne gère plus le château et le château ne fonctionne plus, il ne se passe plus rien, quoi. Et même, il prend l'eau, il s'effrite, il n'y a plus d'accueil, il n'y a plus rien, c'est une catastrophe. Nous, on avait monté la fréquentation jusqu'à 80 000 personnes par an, alors que quand on avait pris, il faisait 5 000 personnes par an, tout le monde était content, on faisait rayonner le territoire, rayonner l'œuvre de Marcel Pagnol, c'est du gâchis. Voilà, c'est du gâchis. Quand l'idéologie s'empare de la culture, c'est jamais très bon. Le politique doit être au service de la culture et la culture n'a pas à être au service du politique. On comprend en tout cas que vous avez quelques dossiers à gérer. Mais le principal, c'est de s'en foutre. C'est une bonne leçon pour tout le monde de prendre comme ça. Autre question. Oui, madame. Oui, bonsoir. Je suis ici avec ma fille Joséphine qui a commencé à lire La gloire de mon père et ensuite les autres livres cet été, à l'âge de 9 ans. Et elle avait une question précise pour vous et qu'elle nous fait poser. C'est une question d'un détail sur un livre. Elle voulait savoir si vous connaissez le vrai nom de Lily, l'amie de... Ah oui, je connais le vrai nom de Lily, Joséphine. Son vrai nom, c'est David Magnan. Et la famille Magnan, donc les descendants de la famille de Lily, habitent toujours dans la même maison, au même endroit, au-dessus du village de la Treille et juste à côté de la Bastide-Neuve. Et la Bastide-Neuve appartient à la Fondation Pagnol et je suis en train de la restaurer avec la petite olivrée qui est derrière. Tu sais, cette olivrée, lorsqu'il dit « Et je m'élançais en criant de bonheur hein, quand il arrive, et je sentis naître en moi un amour qui durerait toute ma vie. » C'est cette petite olivrée qui est derrière. On est en train de refaire ce qu'on appelle les restanques, c'est-à-dire les petits murets en pierre sèche. Tu connais la Provence, Joséphine? Oui. Alors, on refait les restanques avec les petits murets en pierre sèche, on taille les oliviers, on refait bien la Bastide neuve et juste en dessous, eh bien, il y a la maison où habitait David Magnan, dit Lily des Bellons.
Ah, c'est Il habite donc Chemin des Bellons. ah, Hmm. Moi, ce que je note, merci. Ce que je note, Nicolas, c'est quand même, il y a un certain lyrisme chez vous. On voit que vous avez quand même une certaine facilité avec les mots. Et en même temps, quand je vous ai demandé si vous aviez eu par le passé des velléités d'écriture, vous m'avez dit non, je n'avais pas ce talent-là. C'est pas vous. Non, j'ai pas du tout ce talent-là. Je préfère éviter au lecteur que je n'aurai pas la souffrance de me lire parce que parce que j'enfonce, je me regarde écrire en fait, je me compare. Euh, c'est Vincent Scotto disait à mon grand-père, ne te compare pas au grand, ne te compare pas à Molière, ne te compare pas à Shakespeare. Il dit, regarde, moi j'étais charpentier de marine, avec ma guitare, j'ai composé 4000 chansons. Sur ces 4000 chansons, il y en a 100 qui ont marché. Sur ces 100, il y en a 50 qui m'ont fait vivre. Et sur ces 50, il y en a 4 ou 5 que l'on sifflera en haut des échafaudages alors qu'on repeint les façades. On dira, c'est de qui? Oh, c'est pas, c'est du 20e. Mais j'ai pu faire ça parce que je me suis jamais comparé, parce que j'ai toujours créé dans l'ignorance, parce que je n'étais qu'un charpentier de marine, alors que toi, tu te compares au grand. Ne te compare pas au grand. Alors peut-être que je me compare un petit peu trop à mon grand-père et aux autres quand j'écris, mais c'est pas très bon ce que j'écris. C'est pas bon. Je préfère parler. Vous faites très bien, en tout cas. Vous faites très bien. Merci. Alors, on est d'accord, hein? ouais. C'est vrai. Et comment Une question au fond? Oui. Et parlez bien. Avec... en fait, deux questions, si tu peux. Vous avez beaucoup de pages sur la planche quand on dit. Donc, Approchez-vous, s'il vous plaît. Oui, parce qu'au fond, j'entends pas, ça assure beaucoup. Ouais, bonsoir. Donc, Bonsoir. en fait, vous avez beaucoup d'activités qui vous occupent. Donc, en fait, lesquelles vous pèsent le plus sur vous personnellement? Et deux, est-ce qu'il y aura des petits-enfants qui vont prendre le relais dans la prochaine génération? Violette, viens me voir. Viens me voir. Viens avec moi. Les gens vont te dire bonjour. Et si, c'est important, viens. Viens sur les genoux de papa. Voilà, je vous présente Violette. Hop là. Donc oui, j'ai deux garçons de 14 et 17 ans et Violette qui a 4 ans. Et oui, mais ne te jette pas par terre, enfin. Et bah, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est vrai que je les sensibilise à l'histoire de leur grand-père. Voilà, après, je les forcerai pas. Tu veux venir avec papa? Allez, viens. Et là, tu dis bonjour à tout le monde? Bonjour, Violette. Et, et voilà, après, ce que je préfère dans mon métier, c'est de lancer des projets. C'est pas tant la gestion des projets, mais c'est de avoir l'idée, trouver les bons partenaires, mettre en place, que ce soit une pièce de théâtre ou du vin. Là, je vais faire du vin pour l'international, la Bastide Marcel Pagnol, avec un domaine de Bandol. Voilà, tout mettre en place. Mais ce que je préfère par-dessus tout, quand même, c'est la mise en scène. J'ai eu la chance de faire deux, trois petites mises en scène à partir d'œuvres de mon grand-père. Et j'aime beaucoup ça. Voilà. Pardon. Voilà. La descendance. Autre question? Oui, madame. Après, Moi et mes amis, nous avions 17 ans quand notre prof de français a suggéré que nous devions lire La gloire de mon père. Alors, nous avions seulement le français de l'école, le vocabulaire de La gloire de mon père n'est pas tellement facile pour nous, mais nous étions vraiment éblouis à ce livre. Et je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre, cette œuvre de Pagnol, qui pouvait avoir cet effet à travers des générations, à travers une culture, parce que nous habitions une ville industrielle au nord de l'Angleterre,
on ne connaissait pas Marseille, en effet, on croyait que c'était Marseille. Vraiment, c'était si étranger à nous, mais quand même, ça nous a touché au cœur. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'il y avait pour faire ça? Parce que c'est incroyable. Alors, je serais bien prétentieux de vouloir décrypter le talent de mon grand-père, mais je pense qu'il a. Pourquoi ces livres touchent les gens du monde entier? C'est parce qu'on a tous été des enfants et que tous les enfants ont les mêmes rêves, ont les mêmes questionnements, ont les mêmes peurs, et que Marcel nous a parlé de ça dans ses livres. Les copains, la perte des parents, l'autorité parentale, euh, la liberté. C'est de ça dont il parle. C'est un petit peu le Tom Sawyer français, hein, Pagnol. Donc il nous parle de tout ce que les enfants du monde entier ont les mêmes questionnements et lui, dans son livre, eh bien, se pose ces questions. Et, et c'est pour ça que il touche encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas que dans ses souvenirs d'enfance, hein, c'est grosso modo dans toute son œuvre. Hein. Marius aussi, tous les hommes, tous les jeunes hommes en tout cas, ont besoin d'aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté de la colline, de l'autre côté de l'horizon, pour devenir des hommes, pour se réaliser, en fait, se confronter à eux-mêmes. Ça, c'est universel. C'est pour ça qu'il y a eu 3 adaptations de Marius et Fanny au Japon, 2 aux États-Unis, une en Égypte, et que sais-je encore. Euh, voilà, voilà. C'est parce que Pagnol ne nous parle pas des grandes idées, c'est pas un pamphlétaire, c'est pas un historien, c'est pas un politique, c'est quelqu'un qui nous raconte des histoires dans lesquelles nous pouvons tous nous retrouver, parce qu'il se met à notre place. Et Marcel nous parle de tout ce qui nous réunit et pas de tout ce qui nous sépare. On peut faire tous communauté autour de son œuvre. Très bien, merci. Philippe? Non, c'est bon, c'était. Non? J'ai répondu déjà? C'était juste pour savoir si les films de Marcel Pagnol ne sont pas disponibles en Australie en streaming ou sur des chaînes de télé, Netflix, etc. Est-ce que Pas c'est encore. quelque chose que vous êtes en train de négocier? C'est MK2 qui négocie. J'ai donné la gestion internationale du catalogue à MK2 parce que je m'en sortais plus en fait. Je faisais tout avant tout seul, c'est-à-dire distribution film, France, international, gestion des droits théâtre, produits dérivés, tourisme. Je faisais tout seul et je m'en sortais pas, donc je le faisais mal. Donc j'ai préféré déléguer la distribution internationale à MK2, qui est quand même une belle boîte française, même si j'ai compris qu'elle était dure en négociation, mais c'est juste. Ce qui est très bien, ce qui est très bien pour vous. Précisément pour ça que je les ai choisis. Je voulais juste simplement dire que je suis prof de FLE, français langue étrangère, et pendant les années entre 2009 et 2015, Jean de Florette était au programme du bac australien pour les élèves d'un niveau avancé, c'est-à-dire les élèves de l'âge de 17 ans. Mais je suis très content. Donc, les élèves, après avoir étudié Jean de Florette, à l'oral, ils avaient un examen où il fallait parler des thèmes contemporains. Et j'ai découvert que pendant ces années 2000, que Jean de Florette était une œuvre vraiment contemporaine parce il est écolo, Pagnol, il est féministe, il parle de l'environnement, vraiment, et je me rappelle, ma fille qui a passé son bac australien en 2013, il me disait, oh, je déteste Hugo là, du comté et son argent. Et ça m'a rappelé Harpagon. Oui. Aussi. Je voulais simplement partager ça avec vous. Mais c'est très gentil, je vous remercie. Je vous remercie. Je suis navré, cher Olivier,
j'ai un rendez-vous dans une demi-heure Mais non, mais il y a pas de problème, à Nicolas. côté de la Tour Eiffel. Voilà, je vous fais rêver un peu. À côté de la Tour Eiffel. Il va falloir que je vous laisse.